Bonjour à tous, comme promis, je vous fais une petite vidéo qui présente la correction de la première interrogation de l'année. Alors ici j'ai pris la copie de l'interrogation 1A, mais vous avez aussi la correction de l'interro 1B. Toutes les deux sont disponibles dans l'espace de cours sur Moodle, le Moodle de l'école. Alors, première question, on vous demande d'écrire des intervalles. Alors, il y a trois façons de représenter un intervalle. On avait vu ça dans un tout premier cours. Voilà ici les différents types d'intervalles de l'ensemble des nombres réels. Alors je rappelle que c'est quoi l'ensemble des nombres réels? Ben, ce sont tous les nombres. Si vous voulez, si vous imaginez une droite graduée, à tout point sur cette droite correspond un nombre réel et réciproquement tout nombre réel. Il correspond à un point unique sur cette droite graduée. Graduer une droite, ça veut dire choisir un point qu'on va arbitrairement choisi et on va lui donner la valeur 0. On va choisir une longueur arbitrairement choisie également de 1, ça nous donne l'unité. Une fois qu'on a défini ces deux grandeurs sur votre droite, eh bien on sait associer une abscisse à chacun des points de la droite. Et cette abscisse, c'est un nombre réel, tout simplement. Vous avez ici les différents intervalles qui peuvent exister. Donc, l'intervalle de grand R est un ensemble des nombres réels. Voilà. Et alors, ce qui est intéressant dans ces représentations, il faut bien connaître le sens des inégalités, évidemment, et écrire les différents intervalles, soit sous la forme, cette forme-là avec des crochets. Vous avez ici les bornes de l'intervalle à chaque fois qui sont précisées. Et puis la représentation graphique de l'intervalle. Voilà. Alors ici, si on revient à la question de l'interrogation, là vous demandez de représenter de deux autres façons différentes l'intervalle défini par cette écriture-là. Alors cette écriture, comment se lit-elle? Les accolades, c'est pour définir des ensembles. Un intervalle, c'est un ensemble de nombres. Bon, c'est l'ensemble des nombres, hein, x appartient à R, donc l'ensemble des nombres x, tel que deux points. Alors soit on met deux points, on peut mettre une barre verticale aussi pour indiquer le symbole, pour utiliser comme symbole pour dire tel que. Donc deux points ou une barre verticale, ça veut dire tel que. X strictement plus petit que 1. Donc ce sont tous les nombres qui sont plus petits que 1. Voilà comment on représente ça avec des crochets. Donc sous cette forme-là avec les bornes de l'intervalle, moins l'infini et 1. Et ici, la représentation graphique sur la droite des nombres réels, droite des abscisses ici, mais voilà. Alors, une deuxième intervalle, cette fois-ci, on le représente graphiquement. Donc, ce sont les nombres compris entre moins 1 et 2. 2, je prends, moins 1, je ne prends pas. Voilà les deux bornes de l'intervalle, moins 1 et 2. La borne moins 1 n'est pas prise. Vous voyez, on ne l'entoure pas, alors que le crochet entoure le 2. Quand le crochet entoure un nombre, ça veut dire que ce nombre, il faut le prendre dans l'intervalle. Et cet intervalle-là, c'est l'ensemble des nombres, tels qu'on a à la fois x plus grand que moins 1, strictement, et x doit être plus petit ou égal à 2. Alors souvent, cette écriture-là, on la condense en une écriture qui est sous cette forme-là, qui est plus rapide à écrire. Mais ceci, c'est en fait deux inégalités. Il faut à la fois que x vérifie cette inégalité-là, et cette inégalité ici. Voilà. Encore une fois, voilà, il n'y a rien de bien particulier. Et retenez bien, les accolades, c'est pour préciser un ensemble. Et là, cet ensemble est défini par une propriété. Les accolades sont aussi utilisées pour, par exemple ici, vous voyez, définir un ensemble, mais en précisant chacun de ces éléments. Donc ça, c'est l'ensemble qui contient uniquement 4 nombres, 1, 3, 5, 7. Alors allons-y, ces ensembles-là, ils sont... Donc cet exercice, cette interrogation portait sur les fonctions et les caractéristiques des fonctions. Alors une fonction peut être définie par son graphe, donc l'ensemble des points finalement qui vont représenter, qui vont définir le graphe de la fonction. Un graphe, c'est un ensemble de points, et cet ensemble de points définit finalement une fonction, peut la définir ou pas. Pour que cet ensemble de points puisse définir une fonction, il faut qu'à chaque abscisse corresponde un seul nombre. Ici, vous voyez par exemple, vous avez moins 2 à qui on peut faire correspondre au nombre 4. Alors la notation, ici on appelle ça, c'est le graphe de petit f. Donc si on écrit que le point moins 2, 4 appartient au graphe de petit f, ça veut dire que l'image
de moins 2 par la fonction petit f, c'est 4. Moins 2, c'est ce qu'on appelle la variable, et 4, c'est ce qu'on appelle l'image. L'image de la variable moins 2 par la fonction petit f. Il est important de bien avoir ce vocabulaire, bien maîtriser ce vocabulaire, parce qu'on l'utilisera dans la suite du cours. Quand on écrit f de moins 2 égale 5, ça veut dire que 5, c'est l'image de moins 2 par la fonction petit f. 5, ça s'appelle une image. Moins 2, c'est une valeur de la variable. On fait varier la variable et la fonction permet de lui associer un nombre unique. Ici, le graphe qui est là ne correspond pas à une fonction, parce que si on donne à la variable la valeur moins 2, bien, on a deux possibilités pour l'image, 4 et 5, et ça n'est pas possible. Donc ce graphe-là n'est pas le graphe d'une fonction, et du coup ces écritures-là, évidemment, ne sont pas correctes. On ne peut pas écrire ça, puisque le petit f ici n'est pas une fonction. Par contre, ici, vous voyez, vous avez à chaque fois la variable qui prend la valeur 1, 3, 5, 7. Ce sont des nombres à chaque fois différents. Et donc, il n'y a aucun souci. Évidemment, si à la place de 5, ici, j'avais mis 4, mais ça veut dire qu'on aurait mis 2 fois le même point. On aurait pu l'enlever. Hein, ça ne servait à rien de le mettre 2 fois. Mais ça n'aurait pas posé de problème, puisqu'on avait 4 à chaque fois. Le fait que 5 soit différent de 4 pose problème. L'ensemble de définition de la fonction petit g ainsi définie, ben c'est l'ensemble des valeurs possibles pour la variable. La variable, ben pour valeur possible 1, 3, 5, 7. C'est uniquement pour ces valeurs-là que petit g définit une image. D'accord, que l'image est définie. Et alors, voilà, donc l'ensemble de définition, on peut l'écrire comme ça, c'est la réunion de 4 ensembles qui contiennent qu'un seul nombre. Ici, vous avez, donc dans cette troisième question, vous demandez de dessiner le graphe d'une fonction connaissant l'expression de cette fonction. Alors cette expression permet, donnant une valeur de la variable x, de calculer y. Donc c'est une autre façon de définir une fonction. Ici, on avait défini une fonction à partir de leur graphe, en donnant les points correspondant au graphe de la fonction. Et bien là, on va définir une fonction en donnant le moyen de calculer l'image y connaissant la valeur de x. Et ici, le moyen, c'est cette formule ici, c'est 2 fois x moins 1. Donc par exemple, l'image de 0 par fonction de petit f, je remplace x par 0, j'obtiens moins 1. On fait le calcul. Et ça nous donne autant de points que l'on veut. Ces points-là, on peut les choisir un petit peu où l'on a envie. Et évidemment, ici, on va les choisir de façon à pouvoir les représenter sur le graphique et pouvoir tracer le graphique qui est ici le graphique d'une droite. Hein. On remarque que c'est la même forme que mx plus p. Cette forme-là, c'est f de x égale... Je vais écrire en... Voilà. C'est f de x égale mx plus p. Cette formule-là, cette fonction-là, cette écriture-là, cette égalité définit une fonction petit f qui est une droite, dont la représentation graphique va être une droite de pente petit m et d'ordonnée à l'origine petit p. Ça, c'est l'ordonnée à l'origine. L'ordonnée à l'origine, c'est quoi? C'est la valeur de y. Ça, c'est le y. Ce sera l'image. Quand la variable x prend la valeur 0. Quand x égale 0, bah, m fois 0, ça fera 0. Il ne restera plus que petit p. Donc, y égale petit p quand x égale 0. C'est petit p, l'ordonnée à l'origine, la valeur de y quand x égale 0. Voilà, donc il suffisait de représenter cette droite. Alors, la pente... Hein, il est important de bien comprendre ça. Quand on avance de 1 ici, vous voyez, on monte de 2. Et ça, c'est ça la pente. C'est comme ça que... Et alors, qu'est-ce qu'une droite, finalement? C'est le graphique d'une droite. Bah, la droite a une pente constante. À chaque fois qu'on avance de 1, on monte de 2 pour revenir sur le graphique. À chaque fois qu'on ajoute 1 sur l'abscisse, il faut ajouter 2 sur l'ordonnée pour revenir sur un point du graphique. Une variation de 1 dx donne une variation de 2 dy. Et cette variation, c'est la pente petit m. Variation dy. Quand la variation dx est égale à 1. Ensuite, on vous demandait ici de déterminer les antécédents de 3 par petit m. Donc, les antécédents de 3, ça va être l'image. Et les antécédents, c'est les valeurs de la variable pour lesquelles f de x égale 3. Alors, pour déterminer graphiquement les antécédents de 3, eh bien, on regarde les valeurs de y égale 3. Donc, quels sont l'ensemble des points pour lesquels y égale 3? C'est une droite horizontale,
y égale 3, d'équation y égale 3, et cette droite, elle va couper le graphique à cet endroit-là, et en ce point, l'abscisse est égale à 2, mais c'est bien ça l'antécédent. Il n'y a qu'un seul point qui coupe la droite horizontale, donc il n'y a qu'un seul antécédent de 3 par la fonction de petit f, cet antécédent vaut 2. Donc l'ensemble des antécédents de 3 par la fonction de petit f, c'est l'ensemble qui contient qu'un seul nombre, le nombre 2. Et on a f de 2 égale 3. 3, encore une fois, c'est l'image de 2 par la fonction petit f, et c'est très très important de bien maintenant maîtriser ce vocabulaire, sinon vous aurez des difficultés pendant toute l'année. Ensuite, on peut déterminer les antécédents par calcul. Vous voyez ici, on veut les antécédents de moins 10, mais moins 10 sur les y, ben, moins 10 est beaucoup plus bas. On ne sait pas graphiquement résoudre cette équation f de x égale moins 10 finalement. Hein. Donc trouver les antécédents de moins 10 par petit f. Donc il va falloir résoudre cette équation par calcul. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche les valeurs de x, les valeurs de la variable pour lesquelles l'image est égale à moins 10. C'est ça les antécédents de moins 10 par petit f. C'est les valeurs de la variable pour lesquelles l'image vaut moins 10. Alors f de x, on connaît l'expression. On l'a ici, f de x égale 2x moins 1. Donc il n'y a plus qu'à remplacer f de x par 2x moins 1. Et on obtient cette égalité-là. Cette équation, du coup. Cette équation avec l'inconnu x. Pour isoler x, mais on va ajouter 1 de chaque côté. Donc le moins 1 va disparaître à gauche. Et il va... on dit en fait qu'on passe le moins 1 moins 1 change de membre en... voilà, donc on ajoute plus 1 de chaque côté, c'est beaucoup plus simple de dire ça comme ça. Et donc 2x moins 1 plus 1, il reste 2x, et moins 10 plus 1, ça fait moins 9. Et ensuite, on multiplie par 1,5 de chaque côté. Donc il faut faire à chaque fois la même chose des deux côtés, hein, quand on a une équation, pour obtenir des équations qui sont équivalentes, donc qui ont le même ensemble de solutions. Donc je multiplie par 1,5 de chaque côté, j'obtiens x égale moins 9,5. Il n'y a qu'une seule valeur possible pour x, donc l'ensemble des antécédents de moins 10 par petit f fait l'ensemble qui contient l'unique nombre, moins 9,5, tout simplement. Voilà, moins 4,5, hein, moins 4,5, bien le y qui correspond à x égale moins 4,5, ben, ce serait moins 10 ici, on ne le voit pas, mais ça paraît en tout cas cohérent. Ensuite, voilà, donc ça, là aussi, hein, vraiment des exercices basiques sur les caractéristiques des fonctions à bien connaître. Vous avez un graphe ici. Ben, il faut d'abord déterminer graphiquement le domaine de définition de petit f. Alors pour cela, on l'a dit plusieurs fois, on va utiliser une droite verticale, on imagine une droite verticale qui va venir scanner en quelque sorte le graphique en se déplaçant de la gauche vers la droite, donc des x très négatifs vers les x très positifs, on va dire. Et dès que cette droite verticale coupe le graphique, bien, on commence à avoir des images, donc on commence à avoir un ensemble de valeurs de x pour lesquelles y existe, et c'est à partir de moins 5 que l'on a ça. Et on voit bien que la droite verticale va tout le temps couper jusqu'à x égale 2, et x égale 2, elle ne coupe plus. Donc on obtient ici un premier intervalle, donc le domaine de définition va être l'intervalle de moins 5 à 2 que je ne prends pas, mais ça n'est pas tout, vous voyez, donc ça va être une réunion d'intervalles, le U ici, ça veut dire réunion, et on redémarre quand x égale 3, le x égale 3 on ne le prend pas, jusqu'à x égale 5. Donc réunion de deux intervalles, l'ensemble de définition est la réunion de deux intervalles qui sont là. Tous les nombres qui sont dans cet ensemble ici ont une image par la fonction petit f. L'ensemble image, eh bien c'est le contraire. Alors, cette fois-ci, on cherche l'ensemble des y pour lesquels x existe. Hein, le domaine de définition, c'est l'ensemble des x pour lesquels y existe. Et bien là, c'est l'ensemble des x c'est l'ensemble des y pour lesquels x existe. Donc l'ensemble des y, on va se déplacer une droite cette fois-ci horizontale, qui a pour équation y égale un nombre. Et dès que cette droite va couper le graphique, par exemple ici pour y égale moins 4, ça veut dire que moins 4 a au moins un antécédent par petit f. Ici, l'antécédent vaudrait moins 3. Donc on commence pour y égale moins 4 à avoir des antécédents, à avoir des valeurs de x pour lesquelles l'image on trouve une image. Et alors, cette droite horizontale coupe en permanence l'axe des y, elle le coupe ici aussi, hein, donc ce n'est pas la peine de... Ici, là, elle le coupe deux fois, donc on a deux antécédents. Ici, elle coupe aussi deux fois. Quand x égale moins 4, elle coupe qu'une seule fois. Là, elle coupe trois fois. Hein. Elle coupe trois fois, pardon, jusqu'ici de là à là.
Là, elle va couper 2 fois. Là, elle ne coupe plus qu'une fois entre 2 et 3. Et puis là, elle va recouper 2 fois. Et puis là, elle va couper plein de fois. Et jusqu'à 5. Et arrivé à 5, dès qu'on dépasse 5, elle ne coupe plus. Donc, on n'a plus d'antécédent. Et donc, l'ensemble d'image, c'est de moins 4 à 5. Déterminer graphiquement l'image de moins 3 par petit f, ben on l'écrit, hein. L'image de moins 3 par petit f, c'est f de moins 3. C'est la valeur de y quand x égale moins 3. Quand x égale moins 3, y vaut moins 4. Et voilà, on a ici la réponse, tout simplement. Ensuite, on cherchait les zéros de petit f. Alors, par définition, les zéros de petit f, c'est l'ensemble des antécédents de 0 par la fonction de petit f. C'est l'ensemble des valeurs de x pour lesquelles y vaut 0. Donc pour quelle valeur de x j'ai y égale 0, ben je trace à droite y égale 0, c'est la droite des abscisses, et je regarde où cette droite coupe le graphique, elle le coupe ici en moins 5, donc quand x égale moins 5, j'ai y égale 0, donc moins 5 c'est un 0 de petit f, pareil pour moins 1 et pour 4. Donc voici ici l'ensemble des antécédents de 0 par petit f, c'est-à-dire les ensembles de 0, l'ensemble des 0 de petit f. Détermine graphiquement l'ordonnée à l'origine, ben c'est la valeur de y quand x vaut 0, c'est l'image quand x vaut 0, c'est f de 0, et f de 0, c'est 5. Ensuite, détermine graphiquement l'ensemble des antécédents de moins 3. Alors, ce qui vous a gêné aussi, c'est ici, on voit bien ici, la fonction est définie, hein, elle est constante entre 0 et 1, et l'image vaut 5. Hein. Vous avez été beaucoup gêné par le fait de ne pas voir qu'ici la fonction était définie. On a des pointillés là, et là on n'a pas de pointillés. Alors c'est vrai que le trait est un peu fin, donc ça peut porter à confusion, mais la fonction est bien définie. En plus avec les graduations, ça dépasse ici, ce qui pouvait être aussi un peu, ce qui n'est pas très joli. Peut-être la prochaine fois j'essaierai de faire un graphe un peu plus épais pour bien le voir. Alors détermine graphiquement l'ordonnée à l'origine, ça on a fait. Détermine graphiquement l'ensemble des antécédents de moins 3. Quand x égale moins 3, j'ai deux antécédents qui sont moins 4 et moins 2, tout simplement. Voici. Alors ensuite, on vous demande de compléter. F est sur l'intervalle moins 2, moins 1. Alors, on avait donc sur l'intervalle moins 2, moins 1. Vous voyez, l'intervalle moins 2, moins 1, on pourrait éventuellement dessiner le graphe de la fonction. C'est ici que j'ai mon en vert, par exemple. Entre x égale moins 2 et x égale moins 1, voilà où se trouve le graphe de la fonction, d'accord? On voit bien que là, la fonction est strictement croissante. Quand x augmente, y augmente, et à aucun moment on a un x qui reste constant. Donc à chaque fois, dès que x augmente un petit peu, y augmente également. Donc la fonction est strictement croissante sur moins 2, 1. Moins 2, 1, c'est l'intervalle qui est associé donc, à cette portion de graphique. Et alors, ce qu'il fallait justifier ici, donc donner la définition hein, et l'adapter par rapport à ce que l'on voit sur le graphe. Donc, quels que soient les deux nombres x1 et x2 que l'on va prendre dans l'intervalle moins 2, moins 1, donc quelles que soient les valeurs de la variable prises dans l'intervalle moins 2, moins 1, les valeurs de x entre moins 2 et moins 1, si on choisit x1 plus petit que x2, bien forcément, l'image de moins 2 sera plus petite, enfin l'image de x1 sera plus petite que l'image de x2. Voilà, donc c'est juste ça qu'il fallait écrire, hein, tout simplement. Et donc la fonction est croissante, ou strictement croissante, on a le même sens pour l'inégalité des abscisses et l'inégalité des images correspondantes. Voilà, si x1 est plus petit que x2, si la variable x1 est plus petite que la variable x2, eh bien les images seront classées dans le même ordre. Ensuite, on vous demande entre moins 2 et 1. Alors, moins 1 et 1, il y a beaucoup parmi vous qui n'ont pas vu la différence. Donc, il faut vraiment essayer, soyez vraiment plus rigoureux dans votre façon de lire les énoncés. Et là, cette fois-ci, je vais aller jusqu'à 1. Jusqu'à 1, c'est jusqu'ici. C'est jusqu'ici. Donc, la portion de graphe, elle est comme ça. Donc là, on voit bien que la fonction est strictement croissante. Quand x augmente, y augmente. Mais ici, après, quand x augmente, y reste constant. Donc, la fonction, elle n'est plus strictement croissante, elle est croissante simplement. C'est-à-dire qu'elle peut être constante sur l'intervalle considéré. Et alors, ben, cette fois-ci, on va, comme elle peut être constante, comme les images peuvent être égales alors que on a une égalité stricte sur la variable, eh bien on met
le symbole ici qui signifie que f de x1 peut être égal à f de x2, même si x2 est strictement plus grand que x1. Ensuite, f admet un minimum en x égale moins 3. Donc en x égale moins 3, vous voyez que c'est un minimum, mais c'est un minimum absolu. Il n'y a aucune valeur de y qui est plus petite que moins 4. Enfin, donc la valeur du minimum, c'est moins 4. Il est obtenu quand x égale moins 3. Et ce minimum, moins 4, est un minimum absolu, puisque aucune valeur de y est plus petite que, strictement plus petite que moins 4. Alors comment on va écrire ça? Car quel que soit x appartenant au domaine de petit f, eh bien l'image de x, f de x, est nécessairement plus petite, plus grande ou égale de f de moins 3. F de moins 3 étant donc le minimum de la fonction. Il est obtenu quand x égale moins 3, et ce minimum, il vaut moins 4, l'image de moins 3 par petit f. Ensuite, quand x égale 5, quand x égale 5, on a un minimum, mais local cette fois, puisqu'il y a d'autres valeurs de y qui sont plus petites que moins 2. Moins 2 étant la valeur du minimum ici. Donc, quand x égale 5, on a un minimum local. Et bien, pour le justifier, il faut vérifier qu'autour, quand x est autour de 5, on n'a aucune valeur de y qui est plus petite que 5. Et donc, il faut trouver un petit intervalle, aussi petit que l'on veut, mais un intervalle qui contient 5, mais dont les bornes ne sont pas 5. C'est pour ça qu'on met ici des intervalles ouverts. C'est pour dire qu'on n'a pas le droit de mettre 5 au niveau des bornes. Si on met un 5 ici ou un 5 là, 5 n'est plus dans l'intervalle. C'est pour ça simplement qu'on met les bornes ouvertes. Donc on pourrait très bien les fermer ici, et la phrase serait correcte. Hein. Si je mets ici, si je prends 4 et si je prends 6, ce que j'écris là est tout à fait correct. Ce qu'on fait en général, c'est qu'on prend ouvert parce que on n'impose pas, en fait, on ne veut pas donner, si vous voulez, être trop restrictif. Si en 4 et en 6, ce qui se passe, ça n'a aucune importance, donc on n'est pas obligé de les prendre, on ne les prend pas. Par contre, évidemment, il faut que 5 soit à l'intérieur. 5 ne doit pas être une borne de l'intervalle, c'est tout simplement ça. Parce que si 5 est une borne de l'intervalle, on va regarder que d'un côté, mais on ne sait pas ce qui se passe de l'autre. Donc du coup, on ne sait pas si c'est un minimum local ou pas. Il faut bien regarder ce qui se passe des deux côtés pour savoir si en x égale 5, on a un minimum ou pas. Donc il faut savoir ce qui se passe quand x est plus petit que 5, et savoir ce qui se passe quand x est plus grand que 5. C'est pour ça que l'intervalle ici doit contenir 5, et 5 ne doit pas être une des bornes de l'intervalle. Il y en a pas mal d'entre vous qui m'ont mis 5 au niveau d'une borne, donc ça, il ne faut surtout pas faire ça. Même si ici, on a tendance à penser, non, il faut vraiment... Là, ici, on vous dit que quel que soit x appartient au domaine. Donc si, évidemment, là-dedans, on a un nombre qui n'appartient pas au domaine, on ne sait pas écrire cette écriture, on ne sait pas écrire ça, et ça n'est pas grave. Ce qu'il faut, c'est qu'à partir du moment où x appartient au domaine, si x est là-dedans, nécessairement, f de x doit être plus grand que f de 5. Et donc f de 5 sera un minimum obtenu en x égale 5, et ce minimum ici vaut moins 2. Tout simplement. Donc vous voyez, voilà. Vous aviez en plus dans l'interrogation, vous aviez ici dans la question 2-3, ces définitions qui étaient plus ou moins reprises. Donc là pour fonction croissance, ici pour un minimum absolu. Je vous l'accorde que pour un minimum local, la définition est un peu plus longue, mais voilà, c'est pas non plus insurmontable. Donc ça c'est important, c'est partie du programme. Hein. Dans le programme de 4e en Belgique, vous devez connaître les définitions formelles du minimum, du maximum, d'une fonction strictement croissante, d'une fonction croissante, décroissante. Donc voilà, même les définitions formelles du domaine, de l'image, de l'ensemble des antécédents. Donc ça, c'est des choses à bien connaître, et le vocabulaire associé également. Voilà, si votre prof ne vous a pas donné ces formules-là, vous allez lui demander qu'il le fasse, parce qu'il est important de les connaître, ça fait partie du programme. Bon, ensuite, complète le graphe ci-dessous pour obtenir une fonction impaire. Une fonction impaire, c'est-à-dire que pour des x opposés, on a des y opposés. Donc ici, on avait ces deux parties de graphe. Chaque fois que vous avez un point ici, par exemple, x égale 2, y égale 4, bien qu'un x égale moins 2, je dois avoir y égale moins 4, qui est un point de la fonction. Alors évidemment, quand vous avez une valeur définie la fonction est définie pour une valeur de x, il faut qu'elle soit également définie pour la valeur opposée. Et donc voilà, ça se complète très rapidement. Hein. Par exemple, vous avez ici le point moins 5, 3, qui doit appartenir au graphe de la fonction, Donc le point d'abscisse 5 doit avoir, quand x égale 5, on doit avoir une image, et cette image doit être égale à l'opposé de 3, c'est-à-dire moins 3.
Voilà. Ici, quand x égale moins 3, vous n'avez pas d'image. Hein. Par contre, autant, vous pouvez vous rapprocher autant de fois, aussi proche que vous voulez de moins 3, de x égale moins 3, eh bien vous avez un y qui existe. Et ici, au plus on se rapproche de x égale 3, mais en venant de valeur de x plus grande que 3, et à chaque fois vous avez un y qui existe qui va être l'opposé. Moins 3,1, vous avez une image, à 3,1, vous devez avoir encore une image. Et ces deux images sont opposées l'une de l'autre. Voilà, alors la définition d'une fonction impaire, eh bien, elle est là, ça aussi c'est à connaître. Hein. Quel que soit x appartenant au domaine de petit g, vous devez avoir l'opposé qui appartient aussi au domaine, ce qui veut dire que le domaine de définition doit être symétrique par rapport à x égale 0. Quand vous avez un nombre, vous avez l'opposé aussi dans le domaine, et l'image de cet opposé, c'est l'opposé de l'image du point ici. Voilà. Alors, voilà. Faites attention à cette notation moins x, d'ailleurs ici, hein, quand on écrit moins x, ça ne veut pas dire que la variable ici est négative, hein, ça veut dire simplement que, par exemple, là, si vous faites x égale moins 5, eh bien, x égale moins 5, ça veut dire que moins 5, c'est-à-dire 5, doit appartenir au domaine également, et g de moins 5, c'est-à-dire g de 5, doit être égal à l'opposé de g de moins 5, donc g de moins 5 c'est 3. Donc g de 5 doit être égal à moins 3, c'est bien ce qu'on observe ici. G de 5 est égal à moins 3. En gros, vous pouvez remplacer x ici par moins 5, hein, et vous voyez bien qu'ici, vous n'avez pas une variable qui est négative. Voilà. Et commencez par, en fait, g de moins x. Hein, x est donné, on va dire quelque chose sur g de moins x. Beaucoup d'entre vous ont écrit g de x ici. Non, écrivez g de moins x sur le membre de gauche de l'égalité, s'il vous plaît. Ensuite, le type de symétrie, eh bien, pour des x opposés, on a des y opposés, on a une symétrie centrale, et le centre de la symétrie, c'est l'origine du repère de coordonnées 0, 0. L'origine O ici. O ici, c'est la lettre, et ici, ce sont des chiffres, des nombres, 0 et 0. D'accord ? Fonction paire, eh bien, la définition est quasiment la même, sauf que ici, pour des x opposés, on a le même y. D'accord ? Et ici, donc pour par exemple, x égale moins 5, vous avez 3. Donc un x sera égal à 5, vous devez aussi avoir 3. Voilà. Et là, vous avez une symétrie orthogonale, donc symétrie axiale, orthogonale d'axe OY, l'axe des Y cette fois. Voilà. Et l'axe des Y, son équation, c'est x égale 0. Une droite verticale, son équation, c'est x égale un nombre. La droite verticale qui passe par le point 0, 3, 0 ici, c'est la droite d'équation x égale 3. Tous les points qui sont sur cette droite ont pour équation x égale 3. Et vous voyez que cette droite ne coupe pas le domaine. Hein. Le domaine de définition de la fonction ne contient pas le nombre 3. On pourrait d'ailleurs l'écrire. Hein. Quel est le domaine de la fonction petit h? Eh bien, ce sont tous les nombres de 5 jusqu'à moins 3 que je ne prends pas, union de moins 2 que je prends jusqu'à 2 que je prends, union de 3 que je ne prends pas jusqu'à 5 que je prends. Et vous avez un domaine de définition qui est bien symétrique ici par rapport à la droite d'équation x égale 0. Voilà, ensuite, ici, traduire les propriétés des formulations mathématiques données ici. Donc vous avez une formulation mathématique, vous avez une équation, g de 0 égale moins 4. Qu'est-ce que ça veut dire? Que veut dire cette propriété? Ça veut dire que l'image de 0 par la fonction petit g, c'est moins 4. Donc vous auriez écrit ça, c'était bon. Vous pouviez aussi m'écrire l'image de 0 par g, c'est l'ordonnée à l'origine de petit g, hein, qui est égal à moins 4. Et donc, si je dois tracer après le graphe de petit g, je sais que quand x égale 0, y égale moins 4, donc ça me donne déjà un point. Ensuite, quel que soit x1, x2 appartenant à moins l'infini 0, donc x1, x2 doivent être négatifs. x1 plus petit que x2 implique que g de x1 est strictement plus grand que g de x2, ça veut dire que la fonction est strictement décroissante, puisqu'ici on a des inégalités qui sont ils n'ont pas les mêmes. Ici on met toujours strictement plus petit. Donc le début, quand on parle d'une fonction strictement décroissante, enfin croissante, décroissante, strictement ou pas, on commence toujours par préciser, cette phrase est toujours la même. Ici simplement, on précise l'intervalle sur lequel on définit la croissance ou la décroissance. Ça aussi c'est important, quand on parle d'une fonction croissante, décroissante ou autre, strictement ou pas, il faut toujours préciser sur quel intervalle. Cette phrase, fonction croissante, décroissante, n'a de sens que sur un intervalle donné,
donc, pour des valeurs de x qui appartiennent à un intervalle bien précis. D'accord? Donc là, ça veut dire que la fonction est strictement décroissante de moins l'infini à 0. Ensuite, ici, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que quel que soit x appartenant au domaine... Alors, là aussi, hein, quand on écrit ça, on suppose que il faudrait l'écrire, mais on ne l'écrit pas. Ça veut dire aussi que l'intervalle moins l'infini 0... Enfin, comment j'écris ça? Moins l'infini, l'intervalle qui est là, est moins l'infini 0. L'intervalle de moins l'infini à 0 que je prends ici, hein, puisque c'est cet intervalle-là que je considère, doit être inclus dans le domaine de petit g. Ça, on ne l'a pas écrit, mais c'est supposé être le cas, parce que sinon, on ne pourrait pas avoir les images ici. Hein. On ne pourrait pas écrire pour n'importe quelle valeur x1, x2 qui appartient à cet intervalle, on ne pourrait pas écrire g2x1 ou g2x2. D'accord? Donc cette écriture sous-entend le fait que l'intervalle ici est inclus dans le domaine de définition de petit g. Ensuite, donc ça veut dire que g admet un minimum absolu en x égale 0. Vous voyez bien que quand x égale 0, l'image ici est un minimum. Si je prends une autre image de la variable x par la fonction de petit g, cette image est forcément plus grande que g de 0. Donc g de 0 est un minimum, et ce minimum a lieu quand x égale 0. Ça, c'est le minimum. Alors, absolu ou global. On peut dire les deux, hein, absolu ou global, de petit g. Donc, sur l'ensemble du domaine de définition, vous prenez n'importe quel nombre dans n'importe quelle valeur de la variable dans le domaine de définition de petit g, eh bien son image est forcément plus grande que g de 0. Donc, ça veut dire que g de 0 est un minimum pour la fonction. Donc, ça veut dire qu'ici, g de 0, on nous a dit que c'était moins 4. Eh bien, moins 4, c'est un minimum, doit être un minimum pour la fonction petit g. Et enfin, la dernière phrase mathématique, formulation mathématique, nous dit simplement que la fonction est paire. Vous savez qu'elle doit être strictement décroissante de moins l'infini à 0. Donc vous pouvez tracer n'importe quelle... le plus simple, c'est tracer une droite décroissante. Alors on aurait pu la faire partir d'où on veut. Ce point-là aurait pu être n'importe où, hein, mais il doit être plus grand que moins 4. Et puis vous la complétez par symétrie pour avoir une fonction paire, et vous avez le graphe de la fonction qui est représenté. Ensuite ici, les deux dernières questions, c'était plus des bonus, hein, puisque vous savez que l'interro était sur 23 en réalité. Donc ces deux questions-là, vous auriez pu les considérer comme des questions de bonus. Ce n'est pas vraiment des questions qui correspondent au programme de cette année en quatrième, mais on a vu en début d'année les différents ensembles de nombres. Et on s'est un petit peu attardé, on a un petit peu insisté sur les nombres rationnels, qui sont donc par définition les quotients de deux entiers. Et on a vu qu'un nombre rationnel s'écrit forcément avec une écriture décimale qui a des décimales qui sont périodiques. Et réciproquement, si vous avez un nombre avec des décimales périodiques, il peut s'écrire sous la forme d'un quotient de deux entiers. Et ici, on rappelait un petit peu comment trouver ce quotient. C'est intéressant parce que ça nous permet d'un petit peu de manipuler des équations aussi et voir que ça peut servir à quelque chose ici. Par exemple, trouver l'écriture fractionnaire de ce nombre rationnel. Et après, une deuxième... vu qu'en fait ici, vous avez un nombre dont la période, donc les décimales sont périodiques de période 2, bien si on multiplie par 10 exposant 2, si on décale de 2 les chiffres, ici, on va obtenir 100 fois x par exemple, et donc en multipliant par 100, je décale par 2, de 2 vers la gauche les chiffres de ce nombre-là, et j'obtiens 132,121 avec 2,1 qui va se répéter ici à l'infini. Et vous avez deux nombres ici avec des 2,1 qui se répètent à l'infini, si vous en faites la soustraction, vous perdez, toutes ces décimales-là vont être égales à 0, et donc vous retrouvez un nombre qui a une période égale à 1, et cette période, c'est 0 qui se répète à l'infini. Vous avez évidemment là encore un nombre rationnel. Hein. Un nombre rationnel, ça veut dire un nombre dont l'écriture décimales sont périodiques. On a bien ici une périodicité de 1 sur les décimales. Mais l'avantage, c'est que vous n'avez plus besoin, vous savez écrire ce nombre de façon précise, puisque vous savez qu'ici il n'y a que des zéros, et les zéros en général, on ne les écrit pas.
vous obtenez 99, donc 100x moins x, ben c'est 100x moins x, les décimales s'en vont. Il faut calculer 132,1 moins 1,3, vous obtenez 130,8. Ça veut dire que 100x moins x et 99x doit être égal, sont égaux à 130,8. Donc x, ben vous obtenez ici la forme fractionnaire directement. Alors c'est bien de multiplier par 10 en haut et en bas. Vous savez que vous multipliez par une fraction, si vous multipliez le numérateur et le dénominateur par le même nombre, vous obtenez une nouvelle fraction qui est égale, qui correspond au même nombre. Au passage, vous voyez que l'écriture fractionnaire de nombres rationnels n'est pas unique, il y en a une infinité. Voilà. Et la division de 2 par 7, savoir faire une division. En fait, quand vous faites 2 divisé par 7, vous cherchez combien de fois je peux mettre 7 dans 2. 0 fois. Et qu'est-ce qui va vous rester? Moins 0, il va me rester 2. 0 fois 7, je le mets, donc 7, je le mets 0 fois dans 2, donc j'enlève rien du tout dans 2. Il me reste 2. Et après, on va descendre des zéros ici, et on va obtenir des dixièmes, puis des centièmes, et ainsi de suite. Donc 20 dixièmes, 20 dixièmes, combien de fois je peux mettre 7 dans 20 dixièmes? Eh bien, 2 dixièmes, je peux mettre 2 dixièmes dans 20 dixièmes. 2 fois 7, 2 fois 7 dixièmes dans 20, si vous voulez. Dans 20 dixièmes. Alors, j'enlève ces 14 dixièmes, il me reste 6 dixièmes. Après, je vais travailler avec les centièmes. Combien de centièmes je peux mettre, et ainsi de suite. Et vous avez ici l'écriture du nombre rationnel, 2 sur 7. 2 sur 7, c'est le nombre rationnel. Vous avez ici son écriture décimale. Et évidemment, dans cette division, les restes possibles à chaque fois, c'est des nombres entre 0 et 6. D'accord? 0, 1, 2, jusqu'à 6. Vous avez 7 possibilités. Au bout d'un moment, vous allez retrouver un reste. Donc les restes, vous les avez ici. 2, 6, 4, 5. Mais au bout d'un moment, vous allez retomber sur un reste, puisqu'il n'y a que 7 valeurs possibles. Voilà. Et voilà, et je retombe sur 2. Donc je retombe sur le même reste. Et du coup, c'est pour ça que l'on dit que le nombre rationnel, forcément, a une écriture avec des décimales qui sont périodiques, parce qu'au bout d'un moment, vous allez retomber nécessairement sur le même reste, et donc une écriture décimale périodique. Voilà. Et évidemment, si vous tombez sur 0, eh bien, si vous tombez sur 0, du coup, ça va tomber juste, et vous n'aurez plus que des 0 et une période égale à 1. Donc la période maximale, la longueur maximale, c'est 6. Et là, on obtient effectivement un nombre avec une période qui est maximale, qui est 6. On a obtenu tous les restes possibles. Évidemment, si j'étais tombé sur un reste égal à 2 plus tôt, bien la période aurait été plus petite. Voilà. Eh bien, je vous remercie de votre attention. Alors, ça, c'est vraiment cette interrogation est vraiment très importante. Au niveau des caractéristiques des fonctions, il y a un vocabulaire à bien acquérir, parce qu'on s'en servira tout le temps dans le cours de mathématiques. Voilà, je vous remercie de votre attention.